Bonsoir Gérard Rolls. Mais bonsoir Jacques. Quel bonheur de vous retrouver sur France Bleu, dans l'émission Stade Bleu. Vous avez une carrière extraordinaire. Et avant de parler de votre livre, les 100 plus belles histoires de sport, enfin les légendes du sport au féminin, je voudrais vous poser cette question. J'ai l'impression, mais ça n'engage que moi, que vous avez eu plusieurs vies. Oui, mais la réponse est oui. Et que quelque part, vous avez rêvé de gagner Roland-Garros, de gagner un Grand Prix de F1, oui, d'être le meilleur arrière-latéral du monde au football, d'être un demi de mêlée au rugby. Vous avez fait votre métier quelque part en rêvant. Oui. C'est exactement ça. C'est exactement les termes qu'il faut employer à mon propos en ajoutant le facteur chance. Et ce que j'ai dit à mes fils et ce que je dis aussi aux jeunes qui viennent me voir en disant je voudrais être journaliste, je voudrais être le Jacques Vendroux par exemple de la radio, entre autres, c'est saisissez votre chance. Moi j'ai beaucoup rêvé quand j'étais gamin. Oui, c'est vrai que j'ai rêvé de gagner un Grand Prix de F1, d'être champion du monde de ski ou d'être demi de mêlée avec l'équipe de France contre l'Angleterre. Mais en même temps, je me suis donné les moyens, à part le travail, beaucoup, de réaliser ses rêves et d'aller au bout des choses. Par exemple, il m'est arrivé dans le passé, dans le lointain passé, de m'entraîner avec le PSG ou de jouer avec Nantes, par exemple, avec les pros. Mais c'est parce que j'avais levé le doigt en disant, les copains, peut-être que vous pourriez me prendre un petit peu comme ça pour... Et on me dit, à un moment, on me dit, oui, viens jouer. Oui, chance, les rêves, d'aller au bout de ses rêves. Il n'y a rien de plus beau dans la vie que d'aller au bout de ses rêves. Alors, quel est le détonateur de votre passion pour le sport avant de parler de votre métier? Pour moi, c'est un phénomène social, le sport, qui rapproche les gens. Voilà. Et ça a commencé à Pershing, au bois de Vincennes. Je découvre qu'on peut jouer ensemble. Où il y a 50 terrains. Oui. Il y a 50 terrains. Incroyable. Il y en a partout. Un peu comme à Bagatelle de l'autre côté. Voilà, exactement. On va à Pershing, on lève le doigt pareil, on est sur le bord du terrain, on retire son maillot en été et on est torse nu contre les maillots, ou on met un t-shirt blanc, peu importe. Et là, on se retrouve avec un cuisinier, un garçon d'ascenseur, un vendeur de Galeries Lafayette, un PDG, un sportif. On se mélange les uns les autres. Et finalement, même quand on se frite un peu, on s'aime. C'est pour moi un facteur de cohésion sociale. J'adore le sport pour ça, de dire que ça nous rapproche les uns les autres. Puis en plus, j'ajoute, mais ça c'est un truc vraiment perso, mes parents qui n'avaient pas du tout d'argent m'ont légué quelque chose d'essentiel, c'est le goût de l'effort. C'est se donner des défis et puis tout faire pour y arriver. Et moi, le goût de l'effort, c'est un truc que j'ai en moi et ça fait partie là de ma passion pour le sport. Bon, on a beaucoup de points communs parce qu'on se connaît depuis tellement longtemps, Gérard, et c'est pour ça que je suis très content que vous soyez sur France Bleu ce dimanche soir. Vous avez une passion pour le sport et vous avez aussi une passion pour ce qu'on appelle la culture du vestiaire. Exact aussi. Et voilà. Exact aussi. Et une passion pour les femmes aussi. Et ça, on en parlera après. Mais c'est vrai que moi, ce que j'aime, c'est, et je répète encore aujourd'hui, ce que m'avait dit mon premier patron lorsque je suis arrivé à France Télévisions. À l'époque, c'était Antenne 2, enfin pas tout à fait Antenne 2 d'ailleurs, puisque c'était l'ORTF. C'est Philippe Gildas. Philippe Gildas, quand je suis arrivé au service information générale sortant de l'école de journalisme, il m'a dit « Tous tes reportages, pense-y toute ta vie, doivent commencer par « Il était une fois ». Et moi, ce que j'aime maintenant, c'est raconter des histoires et surtout les écouter. Alors oui, tout ce qui se passe dans le vestiaire, oui, c'est vrai, les coulisses, les petits secrets, les tactiques, les mentalités, tout ça, moi, j'adore. Et c'est ce que j'ai essayé de mettre dans les différents livres, parce qu'en fait, c'est notre 6e livre, puisqu'on a commencé par le Tour de France avec mon fils, Julien. Ça s'appelle aussi Les 100 histoires de... Mais à chaque fois, c'est pas forcément le palmarès qui m'intéresse, c'est les histoires qu'il y a autour, et donc, oui, aussi les histoires de vestiaire. Alors justement, pourquoi ce nouveau livre sur les femmes, qui est, bon allez, on va pas, qui est une autre passion, voilà. Oui. Une autre passion, voilà. Différente, mais qui est une autre passion. Mais là, pourquoi ce livre sur 100 femmes? Mais parce que il n'y avait pas assez... Vous trouvez qu'on ne les met pas assez en valeur? Non, vraiment, voilà, c'est ça. En fait, c'est une plaidoirie pour le sport féminin. Je me suis rendu compte, en compulsant un nombre de bibliothèques, qu'il y avait quelques jolis livres sur les femmes. Il y a les déesses du sport, par exemple, qui ont été publiés. Il y a Championne, il y a les femmes dans le sport. Mais ça ne suffisait pas. Et là, on a essayé de faire une sorte de mini-encyclopédie de toutes les grandes championnes, les stars, les étoiles,
surtout les pionnières, et puis aussi quelques tricheurs, puisque on se rend compte dans le livre que certaines femmes, en fait, étaient des hommes. Par exemple, Marielle Guachel, à Portillo, a été battue par un homme, Erika Schenegger. Donc on s'est rendu compte avec mon fils qu'il n'y avait pas assez, justement, de livres et d'explications sur le trajet qu'ont dû faire les femmes pour s'imposer dans le sport. L'un des grands responsables, c'est Pierre de Coubertin. Pierre de Coubertin a employé des mots absolument incroyables. Un peu misogyne quand même. Complètement misogyne, Jacques. Il a dit des femmes... Sur un terrain pas de football, sur un terrain de sport, une femme, c'est impratique, inintéressant, inesthétique, incorrect. Il disait ça des femmes au début du siècle dernier. Et il a empêché les femmes de participer aux Jeux Olympiques. Pendant plus de 28 ans, il a bloqué les femmes. Il a fallu attendre Amsterdam 1928 pour avoir enfin des femmes qui faisaient de la gymnastique et de l'athlétisme. Donc c'est le grand responsable au début. Et après, le chemin était long. Je trouve que c'est merveilleux quand je reçois ce livre. Je vois Gérard Holz, Julien Holz. Travailler en famille. Vous l'avez... Moi, j'adore ça. Oh. Et vous avez donné aussi cette culture à votre fils ? Du sport, oui, avec cette chose très particulière pour Julien qui fait il skie comme une merveille, qui n'est pas forcément... Il n'est pas viscéralement sportif comme j'ai pu l'être, mais au moins il a une culture de sport formidable. Il a une plume. Tout en ne lisant pas de romans, ça fait partie de la jeunesse actuelle, sans doute avec Internet. Il est spécialiste d'Internet, lui. Mais on se ressemble dans l'écriture. Alors ça, c'est formidable. On travaille ensemble. Il me met une pression phénoménale. C'est 6 mois de travail, un livre comme ça, pour trouver les belles histoires, pour trouver les photos qui vont avec, pour écrire, comparer nos textes. C'est 6 mois de travail tous les jours. Alors, sans histoire de sport féminin, à un moment, vous vous êtes réunis avec Julien, oui, et vous vous êtes dit, on prend qui ? Ah oui. Parce qu'il faut faire un choix. On en avait 250. Alors, pourquoi quel était le dénominateur commun de ce choix ? 4 grands chapitres. Les premières, c'est les pionnières et les combattantes. Là, j'ai beaucoup écrit. J'ai plus qu'écrit que mon fils sur ce chapitre-là, parce que l'histoire m'intéresse beaucoup. Là, par exemple, la première femme qui a sauté en parachute. À chaque fois, je demande... C'est qui ? Quand on est... ouais, c'est qui ? Ouais, elle s'appelle Labrosse. Jeanne Geneviève Labrosse. 1700... Mais comment vous la retrouvez ? On lit des livres d'histoire. En comparant, je lis un livre d'histoire d'un seul coup sur l'inventeur du parachute. En quelle année ? 1799, avant Napoléon, au moment de la Révolution française. Garnerin, son fiancé, parce que je pars de là. Garnerin invente le parachute. Moi, j'ai toujours été attiré par les inventions, les types qui créent des choses. Donc d'abord, je lis l'histoire de Garnerin. Il lui prend le dessin de Léonard de Vinci et il trace un trou au milieu pour que l'air passe au milieu de la toile. Et c'est la grande invention du parachute, en fait. Et Garnerin a une fiancée qui s'appelle Jeanne Geneviève. Il réussit le premier saut en parachute, lui, au moment de la Révolution française. Et il dit à sa femme, à sa fiancée, il lui dit « Mais tu sais, maintenant, ça y est, c'est sûr, tu vas être la première femme, ça va être génial. Si tu m'aimes, tu as confiance en moi, saute. » Ils sont montés avec un ballon au-dessus de Paris, au-dessus du parc Monceau. Elle est sortie à 900 mètres d'altitude, en robe, son parachute, elle est arrivée saine et sauve. La première femme, 1799. C'est un jeu pour question pour un champion, ça. Alors, moi, j'ai pas tout lu, c'est vrai, mais j'ai regardé un certain nombre de portraits qui m'intéressaient. Moi, j'ai toujours été impressionné, mais je dis impressionné, avec ses avantages et ses inconvénients, par Jeannie Longo. Oui. C'est à la fois extraordinaire et c'est à la fois un mystère. Oui, alors Jeannie, c'est d'abord un caractère. C'est-à-dire, quand je parlais pour moi du goût de l'effort dans la séquence précédente, Jeannie, c'est multiplié par 1000, par 10 000. Déjà, Jeannie sait se faire mal à l'entraînement. Ensuite, Jeannie, c'est une sorte de presque de bonne sœur du vélo. C'est-à-dire que elle est dans son monde. Elle partage rien avec personne, sauf avec son ancien mari. Et elle, par exemple, elle m'a expliqué, Jeannie, que elle faisait ses soupes elle-même, qu'elle amenait ses légumes quand elle était au championnat du monde quelque part. Et aussi son petit système pour faire ses légumes cuits elle-même. Elle est hors norme de longévité. Son mari Ciprelli a été pris dans une affaire de dopage, donc elle n'a jamais été condamnée, Jeannie, mais c'est vrai que c'est une extraterrestre. Alors, il n'y a que des belles histoires. Mais il y a quelques histoires un petit peu
un petit peu douloureuse. Jacques, Et je parlais c'est vrai. des 4 grands chapitres. Hein. D'abord, il y a les pionnières. Oui. Ensuite, il y a les stars, les vedettes, les grandes vedettes. Chris Evert, Navratilova, Serena Williams, Marie-Jo Pérec, Manodou. Ensuite, il y a les exploits. Il y a les femmes presque d'un jour. Il y a Kiki Caron, par exemple. Kiki Caron a fait une belle carrière, record du monde du 100 mètres d'eau et médaille aux Jeux Olympiques. Mais c'est pas sur 40 ans. Et puis après, il y a les coulisses avec les tricheuses, avec les histoires qui sont difficiles. Alors moi, il y a un chapitre qui m'a bouleversé parce que je ne le connaissais pas en détail. C'est Régis de Camaret. Oui, qui a été condamné. Ah. Ouais, qui a été condamné pour harcèlement sexuel, pour viol même, parce qu'il avait dans son Il y a club... quelques jours, c'était les Journées de la femme. Oui. En fait, on a publié le livre, on a accéléré parce que normalement, nos différents premiers livres de cette collection-là, on les sortait pour la fête des pères, parce que c'était un cadeau idéal pour la fête des pères, le Tour de France, le rugby. Là, on l'a fait exprès pour la Journée internationale des droits de la femme jeudi dernier, donc là, de sortir. Et puis, on a sorti cette histoire, oui, parce que on a commencé à écrire, nous, avant l'affaire Weinstein. On a commencé avec mon fils, Julien, à écrire au mois de juin de l'année dernière. L'affaire Weinstein n'était pas encore sortie. Et puis, au milieu de tout, Julien m'a dit un jour, il ne faut pas oublier ce type-là qui a violé carrément des tenniswomen qui étaient dans son club à Saint-Tropez, qui étaient toutes jeunes, et il profitait de son pouvoir. Et il a été condamné, Régis de Camaret. Ouais, il a été condamné. Il est en prison. Et puis, il y a cette affaire Marielle Guachel, oui, championne immense, qui se fait battre par un mec. Mais c'est incroyable. C'est une histoire, c'est un film. C'est un film. Ce qu'elle a vécu. Portillo au Chili, qui est une station un peu particulière, qui est au-dessus de Santiago. Je suis allé, grâce au Dakar, voir Portillo. On s'est posé avec notre hélicoptère juste sur les sommets de Portillo. C'est incroyable. C'est à pic au-dessus de Santiago et au-dessus de l'océan. Portillo, 1966. Razzia de l'équipe de France. Il ramène une quinzaine de médailles. Il gagne tout, sauf la descente féminine. Première, la descente féminine, Erika Schinegger. Deuxième, Marielle Guachel. Or, Erika Schinegger, quelques années après, se transforme en homme. Elle se fait opérer. Elle devient Eric. Elle a même des enfants. Eric, il a même des enfants, l'Autrichienne. Et elle demande à Marielle Guachel de venir en Autriche pour récupérer la médaille parce qu'elle a l'honnêteté de dire oui, c'est vrai. Je n'étais pas complètement une femme à l'époque. Et donc, d'une certaine façon, j'ai triché. Marielle est allée là-bas. Et Marielle, ils sont tombés dans les bras l'une de l'autre. Alors, c'est difficile. L'un, Eric, dans les bras de Marielle, et lui a remis la médaille. Et Marielle me dit, je ne pouvais pas lui en vouloir tellement elle a joué la sincérité. Mais c'est incroyable. Et en ce qui concerne les belles histoires de votre livre, Marion Bartoli. J'ai lu aussi ce chapitre. Elle est incroyable, cette fille. Elle gagne Wimbledon. Elle arrête. L'influence de papa. L'influence du père. C'est presque psychanalytique. Voilà, exactement. Elle revient actuellement. Elle est énorme. Je veux dire, là aussi, c'est presque un drame humain. Oui, et c'est un peu comme de cette façon-là qu'on a raconté, quand on a voulu la mettre dans le livre. C'est que Marion, qui a un caractère... Elle est à la fois touchante. Oui. Il y a un côté touchant. Oui. Absolument. Il Absolument. y a beaucoup d'émotions. Oui, comme une petite fille presque. Voilà, on a envie de la protéger. Exactement. Alors, elle a été protégée par son père et tenue en main par son père pendant des années, sans doute trop, lâchée d'un seul coup dans la nature. Elle tombe sur un fiancé qui la maltraite. Donc, c'est là où elle perd tous ses kilos. Et puis aujourd'hui, elle retrouve une vie normale et elle remange un petit peu trop. C'est vrai que là, les images qu'on a eues la semaine dernière à New York pour son exhibition, là, elles sont vraiment inquiétantes parce qu'on se demande comment elle va pouvoir remonter au haut niveau avec ce poids-là, en ayant perdu, bien sûr, de la puissance aussi, ce qui faisait sa grande force. C'est vrai qu'on a envie de lui mettre la main sur l'épaule en disant « Mais Marion, la vie est belle. Allez, fais attention à ce que tu manges. Fais attention à la façon dont tu t'entraînes. » On a envie de la cajoler presque, Marion Bartoli. Et puis, un clin d'œil, ça vous m'en voudrez pas, c'est le football, à l'Olympique Lyonnais. Mais oui, l'équipe féminine de l'Olympique Lyonnais. Mais ça, c'est bien. Vive le football féminin. 4 millions de téléspectateurs sur France 4 pour suivre et la finale de la Ligue des Champions féminine et puis aussi les matchs de l'équipe de France avec Corinne Diacre, qui est maintenant l'entraîneuse, on va dire. Alors, l'entraîneur, avec un E à la fin, qui fait un parcours extraordinaire. Mais bien sûr, l'Olympique Lyonnais, mais elle joue bien. Je vais vous faire une confidence, Jacques, à propos de rugby cette fois, pas à propos de football. J'ai regardé
regardé la Coupe du Monde de rugby, et j'ai regardé aussi les premiers matchs des féminines du tournoi des 6 nations. Aujourd'hui, moi qui suis fou de rugby, pour avoir joué numéro 9 avec l'ORTF et avec la fac de droit, je préfère presque le rugby féminin, tellement ça joue, tellement la balle circule bien, plutôt que les contacts qu'on voit aujourd'hui et qu'on a vu encore pendant le tournoi des 6 nations. Elle joue merveilleusement bien. Il faut suivre le rugby féminin. Invité de Stade Bleu en ce dimanche soir, Gérard Rolls. Il vient d'écrire un livre avec son fils Julien, Les 100 histoires de légende du sport féminin, préface de Laura Flessel. Oui, ça c'est un joli cadeau, Jacques. Oui. Elle nous a fait un très joli cadeau, Laura Flessel. Je l'ai appelée. Elle a dit oui tout de suite. Ouais, elle a dit oui tout de suite. Vous l'avez connue, bien sûr. Vous la connaissez encore dans votre métier. Moi, avec elle, j'ai eu des sourires, des bonheurs et des pleurs. Elle m'a fait pleurer à l'antenne à Londres quand elle a terminé sa carrière après avoir porté le drapeau français. Je l'ai appelée en disant, Laura, il n'y a que toi pour me faire une belle préface. Elle m'a dit, ok, d'accord. Et en plus, ça correspondait à l'épopée des handballeuses qui sont devenues championnes du monde. Donc, son édito s'appelle Les Battantes. Et en plus, c'est tellement elle, ça. Laura, qui était la guêpe, qui donnait tout sur la piste d'escrime et qui maintenant, ministre, est au sommet de ce qu'on peut faire. J'adore ce genre et de parcours et de personnalité. Alors Gérard, m'en voulez pas. Pendant 50 ans, vous avez vu la télévision. Puis un jour, vous avez dit, bon allez, je vais faire un break, j'arrête, etc. Alors je suis obligé de vous demander, parce que les auditeurs de France Bleu vont se dire, mais qu'est-ce qui devient ? Qu'est-ce que vous devenez ? En dehors d'écrire des livres, qu'est-ce que vous devenez ? 44 ans de télévision. Contrairement à beaucoup, c'est moi qui ai décidé d'arrêter, par amour. Pour suivre ma femme à Rome. Donc maintenant, je vis en grande partie à Rome. Maintenant, adesso parlo italiano. Ecco, ma parlo italiano, si, parce que j'ai appris en un an. J'écris des livres, donc c'est mon 6e. Et comme c'est un succès en plus, on peut même, pardon pour l'orgueil, mais ou le manque de modestie, mon éditeur me dit, ce genre de livre-là, chez Grunt, donc, un succès, c'est 3000 exemplaires. Nous, on vend à 12 000, 15 000. Le premier livre sur le Tour de France, on l'a vendu à 25 000 exemplaires. Donc, on a signé encore pour les 2 ans qui viennent. Non, mais ce qui est bien avec vous, Gérard, c'est que vous ne vous rendez pas compte de ce que vous représentez. Vous ne vous rendez pas compte que vous avez fait 44 ans de télévision. Et vous ne vous rendez pas compte que ce genre de livres sont des livres populaires. Vous ne l'avez pas écrit par démagogie. Non. Vous l'avez écrit parce que vous aviez envie de l'écrire et parce que vous aviez un message à faire passer et partager. Oui, c'est mot-clé pour moi, ça, partager. Moi, j'ai fait ce métier de journaliste, mais comme vous, Jacques, pour partager. Vivre des choses. Quand je vous entends, parce que à Rome, grâce à Internet, je vous entends, j'entends les multiplexes, moi. Sur France Info. Et quand vous donnez sur France Info et quand vous donnez les résultats de la Ligue 2 aussi. Et le national. Et le national. Bref, à Rome, j'ai réussi donc à vous entendre. Et je sais que cette passion-là, c'est la base quand même, à la fois du journalisme, c'est aussi la base d'un bon comportement humain. L'envie de partager des choses. On vit des choses extraordinaires en sport, on vit des émotions incroyables dans tous les sports, dans la défaite ou dans la victoire. Et quand on réussit à le faire partager aux autres, pour moi, c'est le plus beau des cadeaux qui puisse exister. Donc moi, c'est ça qui m'a motivé pendant les 44 ans. Donc, les livres, je vais rejouer au théâtre, parce que c'est quand même la grande passion de ma vie. Je voudrais qu'on en parle de ça. Ouais. Ça a commencé avant le journalisme. C'est-à-dire qu'avant le journalisme, j'ai fait les cours Simon pendant 1 an, et puis j'ai dû me décider, j'ai dû choisir. Mais c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure au début de l'émission, vous avez eu plusieurs vies. Oui. Et là, vous terminez, entre guillemets, c'est pas péjoratif, par le théâtre. Non, bien sûr. J'ai fait le journal télévisé. Tout. J'ai fait de la radio. Sur France Inter, j'ai fait le téléphone bleu, j'ai fait Europe 1, j'ai fait un des grands bonheurs de ma vie, ici, dans ces studios de Radio France, on a lancé le Téléthon en 1987 avec Cérillon. Bien sûr. Avec Jerry Lewis, par exemple. Sûr. Et ça, c'est une vie entière, parce que ça m'a permis de replonger dans la médecine. Donc, théâtre, on va jouer les Jeux de l'amour et du hasard, moitié en français, moitié en italien, cet été, à Rome, donc, à la Villa Médicis. Et puis du vélo, je continue de faire du vélo, je continue de faire du golf, je continue de voir des amis. J'ai des projets de documentaires, j'ai des projets de fiction même. Une des histoires qui est dans le livre, sur Marie Paradis, sur la première femme qui a gravi le Mont Blanc en 1808, je voudrais bien le transformer en documentaire fiction, par exemple. Et j'ai déjà même l'accord, pratiquement, d'une grande comédienne, jeune comédienne et belle comédienne française, qui s'appelle Laetitia Casta, qui m'a dit, Gérard, en lisant le texte, ça me plairait de jouer ce rôle.
Donc ça va être pour les années à venir. Alors justement, Gérard Rolls, on a parlé de tout, on a fait un résumé en 26 minutes de votre carrière, le théâtre, le sport, la télévision. J'ai une question que je pose toujours à mes invités, enfin c'est la dernière question. Dans une autre vie, vous oubliez tout ce que vous avez fait. Qu'est-ce que vous auriez aimé être ? J'aurais aimé être Mac Candless, c'est-à-dire l'astronaute américain qui est sorti du vaisseau spatial sans câble. C'est-à-dire il s'est satellisé. Il vient de mourir malheureusement, là, il y a quelques mois. Mais ce type-là, cette aventure-là d'être un astronaute et de sortir de la navette spatiale, c'était Challenger. Et il est sorti avec les rétrofusées comme dans un film de Spielberg. Pour moi, c'est l'une des plus grandes aventures. Bon, évidemment, il y a Armstrong qui a marché sur la Lune, l'astronaute, hein, pas le cycliste. Mais que Candless, pour moi, si j'avais pu, ça c'est le grand rêve de ma vie.